Bonjour et bienvenue aux 16e Assises nationales de l'énergie sur le thème de la transition énergétique qui se déroule à Bordeaux en Gironde. On va parler financement participatif aux projets d'énergie renouvelable. C'est quelque chose qui est récent en France, dans la lignée du financement participatif de projets plus classiques. En 2014, le cadre législatif a permis des évolutions dans ce domaine. Et logiquement, le projet de loi qui est en cours de discussion sur la transition énergétique prévoit d'encourager justement l'investissement citoyen dans ce qu'on appelle les ENR, les énergies renouvelables. Pour parler de ce sujet, deux invités. Monsieur Jean-Yves Grandidier, vous êtes le président fondateur de Valorem, dont on va parler dans un instant, et Claudio Rumolino, vous êtes le responsable du financement participatif, le sujet sur lequel on va échanger dans un instant. Valorem est une PME basée en Gironde, une PME indépendante qui développe des solutions, que ce soit au niveau national, local, national et aussi international, en matière d'énergie renouvelable, notamment éolienne, ce qui explique les jolies petites éoliennes en bois que vous avez chacun devant vous. J'imagine que par rapport à l'évolution du cadre législatif, vous devez applaudir des deux mains, vous qui êtes un pionnier à travers votre société. Bien sûr, c'est vrai que nous, en tant que producteurs d'énergie verte, le fait de pouvoir associer plus fortement les citoyens à du financement de projets éoliens et d'en tirer les contreparties, en particulier les gens qui sont dans les proximités de ces parcs éoliens et qui voient le retour concret, c'est vrai que ça nous intéresse. Quand on développe un projet, souvent les gens qui sont plutôt neutres ou positifs sur les projets, parce qu'en général c'est l'attitude des gens au départ, ils nous disent « Oui, mais comment, est-ce que vous ne pourriez pas nous faire l'électricité gratuite ?» On leur dit non, on ne peut pas faire l'électricité gratuite parce que voilà, c'est la règle du jeu, c'est de vendre l'intégralité de l'électricité qu'on produit avec les éoliennes au réseau et via ERDF, avec le système de péréquation. Avec le système de péréquation, l'obligation d'achat. Il y a quand même des retombées pour la commune, mais elles sont collectives. Et c'est vrai que le citoyen individuellement le voit un peu moins. Alors il le voit à travers les crèches qui se créent dans les territoires, financées entre autres par les taxes locales que ces projets-là reversent aux communes sur lesquelles ils sont hébergés. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de retour direct et immédiat pour les citoyens. Et c'est d'où l'idée, effectivement, de pouvoir faire de l'investissement participatif. Et les gros avantages du projet de loi, c'est qu'effectivement, jusqu'à présent, il y avait un problème à faire de l'appel public à l'épargne. On n'avait pas le droit, ou pour le faire, c'était vraiment très très lourd en termes de financement, il fallait passer par des agréments AMF, etc. Et c'est vrai que le projet de loi, de ce point de vue-là, permettra de pouvoir faire participer, dans une certaine limite, les citoyens à ces projets-là, et une limite qui fasse que, effectivement, le reste de l'investissement soit porté par des professionnels, ce qui fait que aussi ça garantit que ce ne soit pas des avions renifleurs, quoi, et qu'on n'embarque pas, parce que c'est aussi un risque, qu'on n'embarque pas les citoyens dans une aventure qui puisse se révéler un vrai cauchemar pour eux. Une usine à gaz. Comment vous expliquez que ce phénomène est nouveau chez nous, en France, alors qu'il est beaucoup plus avancé dans d'autres pays, enfin, notamment dans le nord de l'Europe, sur cette question-là du financement participatif? Rapidement, Monsieur Grandidier, et peut-être le spécialiste de la question, Monsieur Rumolino. Quand j'ai commencé à m'occuper de cette question de financement participatif pour l'éolien, je me suis tout de suite intéressé à ce que faisaient nos voisins européens où le développement de l'éolien avait été un succès. Donc la première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir l'ambassade du Danemark à Paris pour m'entretenir avec une chargée d'affaires économiques pour essayer de me faire expliquer comment fonctionnait le système danois. Vous savez que le Danemark est le pays où, par habitant, l'énergie éolienne est la plus développée. Aujourd'hui, le Danemark produit 39% de son électricité en 2014 grâce à la contribution éolienne. Donc, comment est-ce possible que ça se soit développé avec une telle facilité, une telle ampleur ? Et donc, j'ai essayé de m'inspirer ensuite dans tout ce que j'ai essayé de mettre en place pour les projets Valorem de ce qu'avaient fait les Danois. La leçon numéro 1 à tirer de l'aventure danoise, du modèle danois, c'est qu'il faut impliquer, y compris financièrement, et peut-être même d'abord financièrement, les riverains immédiats des parcs pour qu'on puisse conjurer les oppositions stériles, les oppositions des principes qui plombent les développements des projets éoliens en France.
Un projet éolien en France, c'est 8 ans de développement si on ne s'écoltine pas des recours juridiques à répétition par derrière, alors que les Allemands sortent un projet éolien entre 2 ans et demi et 4 ans après avoir identifié un site, les Danois autant. Donc la clé du succès devait passer par cette implication des citoyens et principalement des riverains. Donc c'est à partir de là qu'on a élaboré une série de solutions que nous proposons aujourd'hui dans le cadre de nos... Alors justement, est-ce qu'on peut aborder, on ne va pas aborder toutes les solutions, mais les principales solutions justement en termes de financement participatif, parce qu'il peut y avoir différents types de modèles possibles. Il y avait alors plusieurs propositions, mais comme nous devions nous insérer dans le cadre réglementaire français, qui était très strict, très rigoureux en matière d'appel public à l'épargne, comme l'a expliqué Jean-Yves, effectivement, nous saluons l'avancée que va constituer, si cette loi finit par être votée, qui est en discussion au Sénat actuellement. L'article 27 de cette loi prévoit que les riverains des parcs peuvent entrer au capital de la société de projets d'énergie renouvelable sans qu'il soit nécessaire de passer par la procédure très lourde de visa de l'autorité des marchés financiers. Et la deuxième révolution proposée par cette loi, c'est la possibilité donnée aux collectivités territoriales, la mairie, la communauté des communes, etc., d'entrer directement au capital des sociétés des projets sans qu'elles soient obligées de créer une société d'économie mixte. Donc là, on a deux avancées majeures qui, si l'analyse faite sur le succès danois ou allemand est juste, permettrait de retrouver un peu des couleurs au développement de l'éolien en France. Parce que c'est vrai ce que vous dites, le financement participatif, on pense aux particuliers, mais ça peut concerner aussi des collectivités, ça peut aussi concerner des entreprises aussi. Enfin voilà, c'est ouvert. Absolument. C'est ouvert à aux institutions même, pour être plus global. Voilà. Et vous avez mené, alors avec les restrictions réglementaires et légales qui existent, vous avez mené des expériences Valorem. Vous allez mener, il y a notamment une expérience assez innovante en Picardie, qui est en cours, je crois, qui n'est pas encore complètement formalisé. Est-ce que c'est assez nouveau, même dans le montage? Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot? Je ne sais pas si M. Grandidier a suivi ça, mais c'est peut-être plus... si vous avez suivi ça? Ah oui, j'ai suivi un peu. Bon, c'est lui qui s'en occupe, mais oui. Mais là, c'est pareil. On surfe un peu sur des ouvertures qui sont faites pour permettre à des citoyens de prêter de l'argent, alors que jusqu'à présent, le prêt était réservé aux banques. C'est-à-dire que si vous vouliez emprunter de l'argent, il fallait passer par la banque. Aujourd'hui, dans le cas du crowdfunding, ou de la mobilisation de fonds par la foule, en fait, il y a des systèmes qui viennent de se mettre en place et qui permettent effectivement de prêter, dans certaines limites définies, que directement un citoyen puisse prêter à quelqu'un d'autre, et pourquoi pas donc une entreprise. Et c'est dans cette optique-là qu'on fait une opération que Claudio va pouvoir vous détailler. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la loi, un des principaux verrous qu'on avait en France par rapport à l'Allemagne ou au Danemark, c'est l'appel public à l'épargne. On ne pouvait pas faire d'appel public à l'épargne en France sans passer par l'autorité marché financier, ce qui coûtait très cher. Alors qu'en Allemagne, c'était... Qui faisait perdre du temps, mais qui prenait beaucoup de temps, qui avait beaucoup de lourdeur administrative, etc. Moi, j'ai vendu mon premier parc éolien, projet éolien à des Allemands, et eux, ils ont fait un gros document qui leur a coûté, certes, mais pas autant que d'aller sur l'autorité des marchés financiers allemandes pour pouvoir faire un appel public à l'épargne. Et ils ont pu diffuser ça publiquement. Et effectivement, un certain nombre d'investisseurs allemands se sont mobilisés pour investir dans ce parc qui est en France, qui est dans l'Aveyron. Parce qu'on avait en France, jusqu'à la loi de transition énergétique, des restrictions fortes liées à l'appel public à l'épargne. Et puis c'est vrai aussi sur les questions des communes et des collectivités. Mais je vais te laisser détailler, Claudio, l'opération qu'on va faire en Picardie. C'est un prêt bonifié pour la construction d'un parc d'éoliennes. C'est un prêt que nous consentent les particuliers. On va proposer aux particuliers habitant en Picardie de prêter de l'argent que nous allons rémunérer à un taux très attractif. Combien ? Alors, on a choisi 5% pour tout le monde, mais pour les Picards, puisque nous considérons qu'ils sont les premiers impactés par le parc éolien, pour les Picards, il y a une bonification de 1% supplémentaire. Donc, ils peuvent prêter jusqu'à 1 000 € qui seront rémunérés à 6% par an pendant 2 ans.
Mais la durée du prêt, nous l'avons arrêtée à 2 ans. Ça, c'est possible grâce à l'ordonnance qui est entrée en vigueur le 1er octobre dernier. Ça n'a rien à voir avec la loi de transition énergétique, c'est un autre volet législatif qui est entré en vigueur le 1er octobre dernier. Donc ce n'est possible que depuis le 1er octobre que les particuliers, via des plateformes de crowdfunding, Internet, donc tout ça est très facilité par l'ergonomie d'un site de collecte et des redistributions derrière, ça n'existe que depuis quelques mois en France. Donc nous avons choisi une plateforme qui s'appelle Landosphère pour conduire les premières opérations de collecte à partir du 10 février. On va ouvrir le 9 février pour les Picards et le 10 février pour le reste de la population. C'est une petite collecte, c'est un galop d'essai, mais l'idée c'est de mettre en place une dynamique pour répéter l'opération tout le long de la vie du projet ou ce qui reste à vivre jusqu'à l'arrivée des machines et la mise en service du projet. Et justement, par rapport à ça, en tenant compte de cet exemple-là, est-ce que vous pensez que les citoyens, et derrière les collectivités, les entreprises, vont être intéressés par ce type de démarche ? Vous en êtes convaincu, mais est-ce que, hormis quelques passionnés, quelques motivés, quelques riverains peut-être, qu'est-ce qui vous fait penser que ça peut fonctionner ? Ça va être très simple. La collecte est ouverte sur 30 jours. Si au bout de 2 jours, on a mobilisé 60 000 €, on sera à quoi s'en tenir. Si au bout de 30 jours, on n'arrive pas à mobiliser les 60 000 €, on sera à quoi s'en tenir. Donc on va avoir très rapidement le juge de paix sur l'opération. Mais de manière plus générale, le financement participatif, vous pensez, c'est ce que vous disiez Claudio tout à l'heure, ça a été le chaînon, le maillon qui a fait que, décisif, qui a fait que ça a fonctionné, notamment dans les pays scandinaves, ce que vous souhaitiez, ce que vous citiez tout à l'heure. Après, culturellement, on ne peut pas faire des transpositions systématiques entre eux. Qu'est-ce qui vous fait penser que ça peut fonctionner en France C'est ce que je dis aux populations à qui je présente le dispositif, c'est que supposons que vous n'ayez aucune préoccupation climatique, que vous ne soyez absolument pas intéressé par le développement durable ni par l'écologie. Il vous reste, malgré tout, la préoccupation financière. Ça va vous rapporter plus que le livret A, beaucoup plus que le livret A. Donc, si on ne doit jouer que sur une seule corde, il reste celle-là. Donc, beaucoup de gens sont sensibles, effectivement. Mais bon, faut espérer que ce ne soit pas le seul moteur. Le message, c'est que les énergies renouvelables, ça peut aussi rapporter à tout le monde, quoi. Et que c'est aussi un partage des richesses de ces énergies qui sont sur nos territoires, qui vont aussi permettre de développer de l'économie, des industries, de l'emploi, mais qui peuvent aussi rapporter aux gens du territoire et préférentiellement à ceux qui sont proches du territoire. C'est pour ça qu'on privilégie. Et c'est vrai qu'on pense que c'est associé. Les énergies renouvelables, c'est rentable aujourd'hui dans ce pays, quoi. Et pour moi, rentable, c'est pas un gros mot. Et si le public peut en profiter, pourquoi pas. Très bien. Ça serait presque le mot de la fin, parce que j'avais juste une dernière question. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans les moyens fiscaux incitatifs ? Alors, ça me rappelle une question que m'a posée une dame juste avant sur la motivation fiscale qu'il faudrait mettre en place pour aider à développer les énergies renouvelables. Je veux dire, il faudrait commencer en France, non pas par mettre en place des incitations fiscales, mais par enlever les pénalisations fiscales. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous investissez dans une société qui vise à produire des énergies renouvelables, vous ne bénéficiez pas d'avantages fiscaux dont vous bénéficiez si vous investissez ailleurs. Le 18% d'abattement fiscal pour l'investissement dans une PME ne s'applique pas à une société éolienne ou photovoltaïque, par exemple. Donc il faudrait peut-être déjà commencer par mettre sur un pied d'égalité l'éolien, le photovoltaïque, les énergies renouvelables par rapport à tout autre type d'activité. Bon, très bien. Ça veut dire qu'il reste du pain sur la planche. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir participé à ce plateau sur ce sujet. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Merci bien.